Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la table ronde La place des femmes dans le numérique du constat à la réalité de terrain. Je suis Agnès Montmerle, directrice régionale Occitanie de l'association Job IRL et co-animatrice de la commission Jeunes et Numérique pour la Mêlée. Et donc, je suis ravie d'animer cette table ronde. On en parle depuis ce matin. C'est un sujet qui, depuis finalement assez peu, est au cœur des débats, mais ravie que ce matin, il soit à l'honneur. Et donc, pour le voir, on l'a vu, hein, si vous étiez là, le constat est assez alarmant. Et donc, on va pouvoir le décortiquer avec nos trois intervenantes qui vont se présenter. On a la chance d'avoir le fil conducteur de l'école, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'entreprise. Comme ça, on va pouvoir couvrir les différents champs. Donc, je vous laisse chacune vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sabrina Calieros, directrice de région académique du numérique pour l'éducation, à savoir les deux académies de Toulouse et de Montpellier qui sont associées dans cette belle région Occitanie. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Sandra Frémont. Je suis chargée d'études et de développement informatique depuis plus de 20 ans maintenant. Et je travaille aujourd'hui pour la société Youb Digital. Et je viens donc apporter mon retour d'expérience au sein des entreprises en tant que femme. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Marie Petitjean, directrice notamment des admissions et du développement pour Epitech Toulouse. Et donc, c'est à ce titre que je suis là pour vous parler un petit peu du cheminement de tous ces jeunes gens, ces jeunes femmes qu'on voit chez nous. Alors, pour démarrer cette table ronde, on va faire quelque chose d'un peu différent, où on vous a donné beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations, mais on voulait voir un peu ce que vous saviez sur la place des femmes dans le numérique et quelle représentation vous en avez fait. Alors, on a dit plein de chiffres, donc vous les avez tous eus. Donc, si vous avez écouté, normalement, tout devrait être bon. Donc, je vais vous demander de sortir vos téléphones et de vous connecter. Donc, si Audrey, tu peux basculer, et à distance, ceux qui nous voient aussi peuvent le faire de leur bureau, de chez eux, de leur voiture, où que vous soyez. Donc, vous voyez ici, faut que vous, sur votre navigateur, vous cherchez le site kahoot.it, pas .com, mais .it, et on vous demande un pseudo, un code qui s'affiche. Donc voilà, vous mettez vos noms, vos pseudos, que vous sachiez qui vous êtes. Donc je répète, sur votre navigateur Kahoot, K-A-H-2-O-I-T.it, avec le code 895 46 86. Et vous pouvez vous connecter. Donc, je laisse quelques instants à tout le monde de pouvoir se connecter. Vous allez voir, c'est très simple. Il va y avoir des questions qui vont être posées. Vous pouvez les lire sur vos téléphones. Il y a un temps réduit. Donc, il y a une vingtaine de secondes pour chaque question. Et donc, alors, il y a des sondages où c'est des questions, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et puis, des quiz avec des bonnes questions et des mauvaises réponses. Et donc, il y aura un podium à la fin. Et donc l'objectif, évidemment, c'est de répondre correctement, mais aussi c'est celui ou celle qui aura répondu le plus rapidement possible qui sera sur le podium. Donc on n'a pas beaucoup de questions, on a une petite dizaine, mais alors je continue, j'attends un petit peu pour être sûre que tout le monde puisse se connecter. Je vois encore des gens qui arrivent, donc je laisse encore un petit peu de temps. Je regarde le timing parce qu'on a un horaire aussi à respecter. Allez, je vais laisser encore 10 secondes. Je vois que ça ne bouge plus trop. Vous êtes 24. Allez, on va être parti. Ah, 25 qui est apparu, qui a disparu. On va lui laisser 30 secondes pour voir est-ce que cette 25e personne se reconnecte. Ah ben non, on descend 23, c'est pas possible ça. Allez, je regarde à 10h05, on enchaîne pour laisser le temps éventuellement à 24 d'arriver. On est pas mal. Allez, 25, on est parti. Donc Audrey, si tu peux lancer ce premier Kahoot. Donc première question qui va être très très simple, j'espère en tout cas pour vous, un petit sondage pour savoir un petit peu qui s'intéresse au sujet. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Donc voilà, il n'y a pas
d'enjeux particuliers. Et voilà, qui s'intéresse au sujet, évidemment, 22 femmes, 4, on a encore de la marge de progrès sur le sujet, parce que c'est tous ensemble que nous y arriverons. Ensuite, si on passe à la suivante question, quel est votre niveau de connaissance du secteur du numérique? Est-ce que vous y travaillez? Est-ce que vous y étudiez? Est-ce que simplement vous y intéressez? Ou est-ce que vous n'y connaissez rien et que vous êtes là justement pour mieux le connaître? Beaucoup de personnes travaillent dans le numérique, tout le monde le connaît, donc on a plutôt des personnes qui sont ce qui est normal puisque vous êtes ici, mais c'était aussi pour savoir un petit peu dans quel champ vous venez. Alors, c'est maintenant que le quiz va commencer. Alors, connaissez-vous ces hommes emblématiques du numérique? Est-ce que vous en connaissez aucun ou un seul? 2, 3 ou les 4 vous disent quelque chose? Vous en connaissez 3. J'imagine un peu lesquels. Donc j'imagine que c'est Bill Gates, Steve Jobs, que vous avez reconnu, Bill Gates à Microsoft, Steve Jobs, Apple, et puis Mark Zuckerberg de Facebook. Et la 4e personne était donc Alan Turing, voilà, qui est donc à l'origine des premiers concepts d'ordinateur. Maintenant, donc là on en était à 3. Qui parmi ces femmes emblématiques du numérique connaissez-vous? Et alors je veux les noms pour ceux qui les connaissent, bien évidemment. Ça va un peu moins vite dans les réponses. Aucune ou une seule. Donc le constat est assez important. Donc bon, j'ai pas les images, mais je vais vous citer un peu qui sont ces femmes. Donc la première que vous avez vue, c'est Ada Lovelace. Son nom va peut-être vous dire, et c'est peut-être d'ailleurs la seule que vous connaissiez, qui est à l'origine du premier concept d'algorithme, donc de la naissance de la programmation. Ensuite, on avait Heidi Lamar, qui est une star d'Hollywood, qui était très belle, mais qui est aussi à l'origine de tout un concept de saut de fréquence qui est aujourd'hui sur lequel est basé la Wi-Fi et le Bluetooth, tous les domaines de transmission de données sans fil. Ensuite, nous avions Roberta Williams, qui est assez connue aussi, parce qu'elle est dans le domaine du jeu vidéo, la créatrice du premier jeu vidéographique, qui est pourtant on dit un univers masculin, mais non, c'est une femme qui est à son origine. Et on a Fei Fei Li, qui est contemporaine aujourd'hui, et Roberta Williams aussi d'ailleurs, qui est pionnière du domaine de l'IA, qui a été vice-présidente de Google et qui est aussi aujourd'hui co-directrice de l'Institut d'IA de Stanford, donc très connue. Malheureusement, les figures masculines, et c'est aussi un des, je dirais, problèmes de l'informatique, c'est que les femmes ne sont, alors qu'elles étaient historiquement, on en reparlera, très présentes dans le numérique et l'informatique, ont été complètement effacées de l'histoire du numérique et de l'informatique et continuent à l'être, malheureusement. Alors, beaucoup de chiffres maintenant qui vont arriver, on les a tous dit, donc tout le monde devrait être à fond là-dessus. Ah, pas celui-là. En 82, combien d'emplois en informatique étaient occupés par des femmes? 15, 25, 35 ou 45? En 82, donc il y a 30 ans, 40 ans, passe vite. C'est 35%, vous voyez, alors que vous pensiez que c'était 15%. Allez, en 82, beaucoup plus de femmes, donc un peu plus d'un tiers, travaillaient dans l'informatique. Donc si on bascule maintenant, alors on va aller un peu plus vite sur les... Hop, bravo coucou, mais on va passer. Coucou est en tête. Aujourd'hui, quel est le pourcentage des femmes qui travaillent dans la tech? Je dis bien sur les fonctions techniques. On sait qu'on peut travailler dans la tech, mais être dans la RH ou dans le commercial. Sur les fonctions techniques. Donc on a les mêmes chiffres, 15, 25, 35 ou 45. Donc on en avait 35 il y a 40 ans. À votre avis, on l'a dit. Et oui, aujourd'hui on est à 15, donc on a baissé de plus de moitié
en 40 ans. Et donc, comme le disait Henri Dagrin, la tendance continue. On va le voir aussi dans les chiffres qui vont suivre. Parmi les étudiants du programme Grandes Écoles d'Épithèque, Marie l'a mentionné, combien y a-t-il de jeunes femmes en cette rentrée? 8%, 15%, 25 ou 35? Donc là, on est sur un chiffre lié à Épithèque. Et oui, elle a effectivement dit, vous avez bien écouté, mais il y en a quand même 10 qui sont un peu plus hauts. On n'est qu'à 8%. Donc 35% il y a 40 ans, 15% qui sont aujourd'hui, mais dans les jeunes filles qui sont dans ces études-là, il n'y en a que 8. Donc vous voyez un petit peu la catastrophe qui nous attend. Et donc pour finir, parmi les élèves, on remonte maintenant de terminale dans cette fameuse spécialité numérique et sciences informatiques qui est apparue. Combien y a-t-il de jeunes filles? 5, 10, 25, 35. Donc on reviendra avec Sabrina sur la réforme du lycée et comment les choses se mettent en place. Mais depuis donc 3 ans que cette spécialité existe, c'est ça, c'est 3 ans, hein, c'est 10%. Voilà, donc c'est un peu plus que 5, mais on sait aussi qu'entre la fin du lycée et l'entrée en études supérieures, et on va aussi en parler sur l'impact de la prise en compte de ces nouvelles spécialités dans l'enseignement supérieur, on a une déperdition. Donc, on va en parler. C'est un peu tout le constat qu'on va faire ensemble sur cette table ronde, de se dire, on a dit beaucoup de chiffres, on va y revenir, et aussi qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qu'on pourrait encore faire. Donc on prend le podium. Bravo Yannick, bravo Coucou, qui sont sur le podium, et Jeanne, impeccable. Bravo, Jeanne. Bravo Jeanne. Donc voilà, l'idée c'était aussi de pouvoir vous faire un peu participer, de vous montrer que le chemin est juste... Le constat est implacable et le chemin est immense. Donc on va rentrer dans le vif du sujet pour étayer ce constat, et on va commencer avec certains éléments que Marie a déjà donnés mais qu'on va pouvoir redévelopper sur, au-delà de la question de genre, on sait qu'il y a une vraie problématique sur l'orientation vers les métiers du numérique. On en a parlé. Le champ des possibles est immense. Les attentes des entreprises sont immenses. Malgré tout, au-delà de la question de genre, les biais et les freins pour aller vers ce numérique est là. Donc peut-être Marie, tu peux développer cette partie-là? Oui, bien sûr. Donc, au contact des familles depuis de nombreuses années maintenant, on se rend compte, quand on les rencontre, que les jeunes gens s'intéressent parfois à l'informatique. Et pour les parents, c'est tellement obscur. Ils n'envisagent pas, pour eux, l'informatique, c'est être développeur, c'est tout. Et donc, l'idée est que un informaticien, je dis bien un informaticien, est dans une cave et ne s'adresse à personne. On est vraiment sur encore un stéréotype de geek associable. Et donc ça, c'est une vraie problématique, parce que dans l'imaginaire collectif, c'est déjà un premier frein à cette orientation. Le deuxième frein, c'est que les métiers de l'informatique sont en constante évolution et donc impalpables pour le plus grand nombre, bien entendu. Et ça, c'est une vraie difficulté, puisque comment voulez-vous que les jeunes filles se projettent si on ne peut pas les sensibiliser à ces métiers-là? Donc, bien entendu, c'est au cœur des foyers même que ça se passe dans un premier temps, avec les biais de genre, qui est les jeunes filles, dès le primaire, on leur dit que les sciences, c'est bien si elles y arrivent, elles auront fait un beau travail et un bel effort. Quand on dit aux jeunes gens qu'ils sont faits pour ça et qu'ils vont pouvoir s'épanouir dans cette voie-là. Donc ça, c'est le premier constat, qui est qu'il y a un biais au sein des familles. Sur la connaissance des métiers, ça va plus loin que les familles. C'est aussi tout un système de personnes qui accompagnent ces jeunes gens et ces jeunes filles dans une démarche d'orientation. Très fréquemment, on se rend compte que les jeunes filles sont spontanément orientées vers des métiers de la santé quand elles sont un tant soit peu scientifiques. Et donc, au-delà de simples perceptions qu'on pouvait avoir sur un échantillonnage de jeunes filles qu'on rencontre nous, l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure confirme que c'est une tendance forte
et que ce n'est pas juste une question de perception des personnes qui sont dans ce domaine-là, mais vraiment c'est le ressenti même des jeunes filles, des lycéens aussi, et de leurs parents. C'est impossible de concevoir qu'il y a encore une espèce d'élitisme finalement dans cette orientation des jeunes filles. On considère que ce sont les élus qui vont pouvoir accéder à ces métiers-là. Et donc les jeunes filles ne sont pas élues dans l'imaginaire collectif, malheureusement. Et après, ça se répand un peu plus au niveau de l'orientation concrètement au niveau des établissements scolaires, puisque malheureusement, la plupart des enseignants ne sont par nature pas formés à ces métiers-là, puisqu'ils ont leur spécialité. Et donc, il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal l'accompagnement, il s'agit de constater tout simplement qu'ils n'ont pas cette connaissance-là et donc pas cette capacité à pouvoir accompagner pleinement les jeunes filles dans cette orientation-là. Il ne s'agit pas d'envoyer toutes les jeunes filles, bien entendu. Toutes n'ont pas vocation à devenir informaticiennes, mais en tout cas, comment voulez-vous qu'elles se projettent dans ces métiers-là si pour elles, ils n'existent tout simplement pas? Donc ça, c'est vraiment la première problématique. Donc, comme on le disait aussi en préparant cette table ronde, c'est qu'en fait, on est déjà aujourd'hui un peu dans un cercle fermé de personnes qui sont orientées vers le numérique parce qu'ils ont un environnement de parents ou de proches qui sont dans le numérique. Donc, il y a déjà, au-delà de la question de genre, un biais de se dire on va travailler dans le numérique parce qu'on connaît ces métiers-là et il n'y a pas que le métier de développeur et de développeuse, j'ose même pas en parler, puisque comme on en parlait, les rôles modèles sont importants. Donc il y a effectivement, comme tu l'expliquais Marie, ce premier frein de méconnaissance d'une façon générale auprès des familles, auprès des enseignants, des modèles aussi, on peut peut-être en parler, des biais de genre, puisque majoritairement aussi, les enseignants de NSI, par exemple, sont majoritairement des hommes. Donc comment se superpose à déjà cet élitisme, je dirais, et cette méconnaissance globale, la partie stéréotype de genre dans l'orientation et au sein de l'éducation nationale, Sabrina? Je crois que vous l'avez dit, ne serait-ce que dans la façon de construire la phrase, les garçons s'orientent et les filles sont orientées. Donc il y a un passif. Et je crois que c'est ce qu'il faut changer. Les filles doivent s'orienter, le faire en conscience et pas se sentir portées soit par le souhait de leurs parents, soit la projection de leurs enseignants. Et donc, c'est redevenir acteur de sa vie, actrice en l'occurrence, c'est fondamental. Ça, c'est le point 1. Le point 2, je crois que tu l'as bien dit, la représentation qu'on a d'un métier tient aussi de l'empathie avec les enseignants. Et lorsqu'un enseignant est un homme, peut-être qu'il a tendance inconsciemment à s'adresser différemment à des garçons de ce qu'il a comme façon de faire avec des filles. Et ça aussi, nous y travaillons, c'est-à-dire travailler sur les gestes professionnels en conscience pour que, par exemple, on ne donne pas systématiquement la parole à un garçon parce que pendant qu'il parle, il ne gêne pas la classe. Hein, c'est une question de gestion de la classe aussi, et que les filles se sentent légitimes à réclamer la parole, à la prendre, à l'assumer, pour ensuite pouvoir s'orienter, comme vous l'avez dit. Et c'est fondamental. Je crois aussi que le travail que nous menons ensemble, il est très fort, puisque l'information, comme tu l'as dit, sur les métiers, c'est vous qui l'avez, hein, puisque vous les faites, ces métiers-là. Nous, on la reçoit, cette information, et on la répercute. Quand je dis nous, je parle de l'éducation nationale. Donc, il est très important que vous entriez de façon plus marquée à l'école. Je l'ai déjà dit, mais je le dis et le redis, parce que c'est comme ça que nous ferons évoluer les mentalités. Et enfin, moi je ne crois pas tant que ce soit le rôle de la femme qui soit questionné, mais c'est sa place. Parce que la moitié de la population, même un peu plus que la moitié, qui n'a pas un rôle dans les métiers numérisés et numérisants, dont on a parlé tout à l'heure, c'est nier tout un pan important de nos sociétés, c'est nier l'évolution des technologies au regard de ce que nous sommes, nous,
peuple, j'allais dire, hein, hommes tout autant que femmes, et ne pas urbaniser ces métiers-là, c'est-à-dire ne pas être dans l'architecture de ce qui se construit en matière de progrès, c'est un échec. On sait aujourd'hui qu'une entreprise qui a autant d'hommes que de femmes, ou que de moins, où la mixité est un peu représentée, a une productivité bien plus importante que des entreprises où il n'y a que des hommes, et a fortiori où il n'y aurait que des femmes. Mais celle-là, j'en connais pas beaucoup. Donc voilà, c'est ce qu'il faut que nous assumions ensemble et que nous défendions peut-être encore mieux. Donc, on a travaillé sur la connaissance des métiers, sur la place des filles au sein du groupe classe pour aussi qu'elles se sentent légitimes et qu'elles prennent toute leur place dans ces filières-là. Et alors, au sein de l'entreprise, Sandra, avec ton expérience dans différentes structures, comment toi et comment tu as vécu ce parcours-là et comment tu sens l'entreprise face à ce constat assez triste? Alors, déjà, en effet, je ne peux que confirmer le désert féminin que sont l'ensemble des équipes informatiques et dans le numérique et la technologie de façon générale. En plus de 20 ans, moi, j'ai toujours connu des équipes et des structures en entreprise où la femme était largement minoritaire. Il y a des exceptions. Ça m'est quand même arrivé d'être dans des petites équipes où on était quand même un petit peu plus nombreuses, mais globalement, après plus de 20 ans, je commence à me sentir un petit peu seule. Après, moi, ce qui est certain, c'est que je n'ai jamais eu la sensation que ce soit un fait dû aux entreprises. Ce ne sont pas les entreprises qui empêchent les femmes d'intégrer les métiers du numérique et de l'informatique. Et du coup, par rapport à ça, je pense que les femmes peuvent être rassurées. Les entreprises, dans le numérique, veulent aussi les femmes autant que les hommes. Donc moi, c'est clair que je ne l'ai jamais ressenti, en tout cas, que le problème de cette désertification féminine venait des entreprises. Ça, c'est sûr que non. Voilà. Parfait, merci Sandra. Donc, on le voit, on pourrait en parler pendant longtemps, ce constat il est implacable, on ne va pas partir tous comme ça en pleurant en disant bon, bah, c'est terrible et qu'est-ce qu'on va devenir. Donc heureusement, il y a effectivement ce constat qui était un des points de la table ronde, le constat, mais il y a aussi la réalité de terrain où heureusement, des choses se sont mises en place depuis quelques années. Beaucoup de choses restent à mettre en place, mais on peut peut-être déjà un peu brosser les initiatives et les actions et les volontés très fortes qui sont engagées dans ce domaine-là sur les différents champs. Donc peut-être Sabrina, au niveau de l'éducation nationale et notamment aussi de la forte volonté de Madame la rectrice, tu peux peut-être nous indiquer l'ordre de marche qui se met en route. Oui, alors nous avons la chance d'avoir une rectrice en Occitanie extrêmement engagée. Il s'agit de Madame Sophie Béjean, qui est rectrice de Région Académique Occitanie, rectrice de l'Académie de Montpellier et chancelière des universités, et qui a coordonné un rapport sur l'égalité filles-garçons et le lycée du XXIe siècle, rapport coécrit avec Claude Roiron, que je n'oublie personne, et Jean-Charles Ringard. Et grâce à ce rapport qui a été présenté en juillet 2021, le ministre de l'époque et notre ministre actuel ont décidé de poser comme principe de travail et comme cible 30% de mixité d'ici à 3 ans au lycée. Ce qui veut dire mixité dans les deux sens, hein, des garçons qui s'orientent vers des métiers réputés féminisés et des femmes, des jeunes filles qui s'orientent vers des métiers réputés plutôt masculins. Donc ça, c'est un objectif phare qui va être servi de différentes façons. D'une part, avec un label égalité filles-garçons pour l'ensemble des établissements scolaires et donc un projet pour ces établissements de porter la mixité. Des référents égalité filles-garçons dans chacun des établissements scolaires, hein, et ça commence à se construire, y compris au niveau du premier degré.
On aura aussi une bourse égalité. On est en train de réfléchir aux modalités pour des jeunes filles qui auraient des difficultés à appréhender un avenir faute de moyens, et notamment dans des filières réputées plutôt masculines. Et grâce à ces volontés partagées par l'ensemble des recteurs et par notre ministre, ce qui est quand même une garantie, et au-delà, le ministère de l'égalité filles-garçons, ça devient une cause nationale. Ça l'était déjà depuis 2017 avec M. Macron, notre président, mais ça l'est encore plus aujourd'hui dans les actes. Un autre point fondamental, c'est la réforme du baccalauréat, on l'a dit, réforme qui est relativement récente et qui fait que la filière phare de l'informatique, NSI, numérique et sciences informatiques, n'est pas encore assez connue. On a voulu casser l'élitisme de la filière de la spécialité S, où on avait beaucoup trop d'élèves qui s'engouffraient pour parfois arriver à un butoir qui était le mur du supérieur et de la réussite dans le supérieur. Donc, on a ouvert un peu plus les perspectives en donnant un enseignement de tronc commun, mais aussi la possibilité d'avoir des enseignements de spécialité. Donc, dès la seconde, sciences numériques et technologies pour tous les élèves, de sorte à donner cette culture numérique indispensable dans la société dans laquelle nous vivons, et au-delà, première et terminale, NSI. Alors, la réussite n'est pas pleine et entière encore. Moi, je veux souligner l'optimisme parce que voilà, c'est une filière récente et vous savez que la réputation des filières se fait dans le temps. Pour l'heure, on a un taux qui n'est pas extraordinaire. Je consulte mes notes, 18,5% en première de filles et simplement 13,7% en terminale. Ça tient à différentes choses. D'une part parce que dès l'instant où vous êtes dans un milieu où il y a plus de garçons que de filles, être une fille, c'est délicat. Parce qu'il faut s'imposer, parce qu'il faut se sentir légitime. Et ça, c'est tout un travail psychologique qu'il faut qu'on mène avec nos élèves. D'autre part, parce qu'au niveau du supérieur, les mentalités dans Parcoursup n'ont pas complètement évolué comme on l'aurait souhaité, quand bien même nous passons pas mal de temps à parler avec nos collègues vice-présidents numériques des universités, parce qu'ils n'ont pas intégré que cette nouvelle filière était une filière de qualité. Donc il reste encore sur maths, sciences, physique, et voilà, il va falloir que nous travaillions et nous y employons beaucoup, mais il faut faire œuvre de persuasion et c'est parfois délicat. Je voudrais souligner qu'en matière d'orientation, on a aujourd'hui une obligation de 54 heures annuelles au lycée, 36 heures au niveau de la 3e et 12 heures au niveau de la 4e, donc dans le collège aussi. Ça, c'est fondamental parce que c'est une information qui n'est pas portée que par les professeurs principaux, mais aussi par les associations. Et je voudrais remercier aujourd'hui tout particulièrement, comme je le fais tout le temps, tout le reste de l'année, mais aujourd'hui tout spécialement les intrépides de la tech, femmes numériques donc, numérique pour elles, Digifille, je viens d'oublier, Capital Fille, Face avec Wi-Fi, parce que toutes ces associations, sans jamais se concurrencer, je crois que c'est ça qui est magnifique, et qui se complètent les unes les autres dans leur action au niveau du collège, du lycée et première année d'université et du SUP en général, œuvrent pour apporter cette parole différente de celle des enseignants et qui enrichissent eh bien évidemment tout ce qu'on peut apporter en matière d'adhésion auprès de nos jeunes filles. Je crois que j'oublie forcément d'autres actions que celle-là, mais pour aller plus loin, là encore, il faut qu'on soit ensemble, que les entreprises viennent à l'école aussi, elles le font, mais qu'elles poussent un peu plus les portes, mais surtout qu'on leur dise à qui s'adresser pour pouvoir les pousser, ces portes-là. Et la DRAN, je fais un peu ma pub au passage, mais bon, la direction de région académique du numérique pour l'éducation, dans son composante région académique, que ce soit à Montpellier ou à Toulouse, hein, puisqu'il y a un directeur délégué à Toulouse, est là pour vous faire cette ouverture et être l'accessite vers les écoles primaires, bien sûr, les collèges et les lycées. N'hésitez pas à faire appel à nous. Merci Sabrina.
Il me semble que peut-être pour donner un exemple, alors tu me dis si je me trompe ou pas, c'est pas un piège, mais qu'il y a des projets avec certaines entreprises qui sont menés, des projets pédagogiques, peut-être pour donner des exemples, peut-être pour inspirer certaines entreprises qui sont là, pour savoir comment intervenir. Alors effectivement, il y a des interventions avec les structures associatives et les projets pour pouvoir venir témoigner, hein, comme on le fait avec le numérique pour elle, Intrépide de la Tech ou les autres acteurs. Mais il y a aussi des possibilités de projets pédagogiques. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Oui, je vais vous donner un exemple qui est dans toute la France, hein, mais qui pour le moment, pour Occitanie et à Montpellier, mais je suis persuadée qu'il va s'ouvrir à Toulouse aussi. C'est le projet PITEC qui est porté par IBM, donc qui vient des États-Unis, qui a une tendance européenne, pardon, donc qui a beaucoup évolué dans sa forme. Donc c'est IBM avec d'autres entreprises. Alors Montpellier, c'est avec Orange, Sanofi et La Poste, qui interviennent au niveau du bac professionnel, système numérique, et qui parrainent et marrainent des élèves, mais aussi travaillent avec les enseignants à la construction du programme. Et qui fait que cette alliance heureuse entre l'entreprise et l'école fait que ces élèves réussissent au-delà du bac pro, donc ambitionnent un BTS et au-delà une licence professionnelle. Donc quand on va les voir, enfin moi j'y vais assez souvent et avec grand plaisir, il y a une qualité, on les sent heureux, ces jeunes, ils sourient et ils ont une image extrêmement positive de ce qu'ils font. Quand bien même ça a commencé en période Covid, c'est-à-dire avec beaucoup d'hybridation, ce qui n'était pas forcément le plus simple. Et ça fonctionne. Ça, c'est l'exemple de Pitech. Un autre exemple, c'est Ubisoft qui a libéré dans sa partie ludo-éducative des jeux, les lapins crétins par exemple, pour apprendre à coder, mais pas que, plusieurs jeux. Et ça permet quoi ? Ça permet de montrer aux parents que le numérique, c'est du sérieux, que le numérique, ça sert à apprendre. Et donc, ça donne une image positive de cette filière qui n'est pas simplement l'élève ou le jeune qui est enfermé dans sa chambre devant son jeu et qui devient une endive sur pied, ou un geek voilà, qui n'a plus d'amis, mais bien une filière qui ouvre des perspectives. Et là, ça me semble tout à fait intéressant. Après, j'ai d'autres idées, mais j'en parlerai plus tard. Merci beaucoup, mais c'est vrai que c'est inspirant de voir aussi l'ouverture de l'école au monde professionnel et ce partage qui, on l'espère, va vite porter ses fruits. Et alors, si on passe maintenant à l'enseignement supérieur, Marie, vous êtes très engagée chez Epitech, on l'a vu avec l'étude, mais je sais que vous menez beaucoup de choses, on travaille ensemble, donc est-ce que tu peux justement dire comment vous, sur le terrain, réellement, vous agissez pour changer la donne? Alors oui, effectivement, c'est le mot de terrain, je pense, le fait d'être sur les territoires, d'aller effectivement auprès des établissements scolaires, qui est vraiment essentiel. On travaille en collaboration étroite avec le tissu associatif. D'ailleurs, Sabrina, tu citais un certain nombre d'associations avec lesquelles on travaille, Wi-Fi notamment, pour favoriser non seulement la diversité, mais la mixité. Finalement, c'est assez lié aussi. Hein. C'est que ce ne soit pas un seul milieu social qui ait accès à ces métiers-là, mais que ce soit accessible à toutes. On a la chance, même si on a une surreprésentation masculine au sein de l'école, d'avoir des jeunes gens qui sont engagés dans cette dynamique-là, qui ont une volonté de partager leur passion et partager à toutes également et pas seulement à leur père. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, on a un certain nombre d'étudiants qui ont monté des clubs. Un club dont j'évoquais tout à l'heure, le Coding Club, ce sont des ateliers ludiques qui sont conçus et animés par des étudiants pour des collégiennes, collégiens, des lycéennes, lycéens, et toute personne curieuse d'expérimenter ce que c'est que l'informatique. Et on revient toujours finalement à ce mot-clé qui est l'expérimentation. Il faut avoir essayé pour savoir si ça peut être une option pour soi. Et ça, j'y tiens parce que on a souvent tendance à associer l'informatique à quelque chose d'un peu rugueux. Et ça n'est pas le cas, ça peut être aussi ludique, ça peut ouvrir des perspectives incroyables sur un nombre de secteurs d'activité très divers. Donc si on a une appétence finalement pour des secteurs d'activité en particulier, il n'y a pas que des entreprises de la tech qui font la tech, et c'est très varié. Donc
C'est pour ça que ces ateliers ils sont conçus pour expérimenter et de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité au travers vraiment de choses qui sont accessibles à toutes et à tous aussi. Il faut vraiment voilà, aider tous les jeunes gens et les jeunes filles à pouvoir s'orienter. Ce sont des associations aussi qui sont menées par des étudiants, l'association Emma, qui travaille là aussi en faveur de la féminisation des métiers du numérique, et donc qui travaille main dans la main avec un certain nombre de partenaires, d'entreprises qui viennent, nous, au cœur de l'école, régulièrement. On a 1 à 2 entreprises qui viennent chaque semaine parler d'un métier, d'une technologie, d'un projet pour que nos étudiants arrivent à se projeter. Et je suis persuadée que si les lycées nous ouvraient les portes, on pourrait venir avec ces mêmes partenaires pour venir leur partager cette même expérience. Parce que rien de tel pour se projeter que d'avoir du concret. Là encore, au-delà de l'expérimentation, il faut des rôles modèles, on le disait tout à l'heure. Et donc, voilà, ça, c'est une chance d'avoir effectivement de nombreuses étudiantes, quand elles sont là, et étudiants qui sont impliqués comme ça dans la transmission, dans le partage. Et encore une fois, ce n'est pas une action d'Epitech envers les jeunes gens, c'est des actions d'Epitech avec les acteurs qui font l'orientation. Donc c'est avec l'académie, c'est avec tout le tissu associatif, notamment de JobIRL aussi, mais la mêlée, la région, c'est tous ensemble qu'on peut arriver à porter ce projet d'accompagner davantage de féminisation des métiers du numérique. Tout à l'heure, on parlait de métiers numérisants, numérisés. Les métiers numérisants sont très, très pauvres en jeunes femmes. Et pourtant, la compétence est là. À titre d'exemple, l'année dernière, sur 1500 étudiants qui ont été diplômés, la majeure de promo est bien une femme. Et statistiquement, les chiffres étaient contre elle. Elles n'étaient que 8% déjà aussi l'année dernière à être là. Et voilà, donc non seulement elles peuvent être présentes, mais elles peuvent être très performantes. Et on a envie de transmettre ce message au cœur des établissements scolaires, mais dans les tiers-lieux aussi. C'est important d'aller là où tous les jeunes gens sont et leur donner un maximum accès, que ce soit sur les métropoles, mais pas seulement. Il faut vraiment aller sur les territoires pour partager ça avec eux. Merci Marie. Sandra, au sein de ton parcours en entreprise, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as expérimenté des initiatives? Est-ce que tu sens l'entreprise aujourd'hui prête à s'engager sur cette thématique? Est-ce que tu as pu avoir ces expériences-là? Pour moi, il est clair qu'au sein des entreprises, notamment l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, il y a vraiment une vraie volonté de vouloir aussi des femmes autant que les hommes. Il y a en effet, au niveau des recrutements, il y a une démarche pour essayer, et là je peux qu'employer le terme essayer, puisque c'est difficile de trouver les candidates, essayer de recruter des femmes de la même manière que les hommes sont recrutés. Donc, au niveau des entreprises, pour moi, oui, ils font la démarche, ils font les efforts pour que, autant que les hommes, les femmes soient aussi recrutées au sein du numérique et de l'informatique. Donc, oui, les entreprises, à ce niveau-là, on peut saluer le fait que, en tout cas dans la technologie, dans l'informatique, dans le numérique, elles sont très ouvertes à tout ce qui pourrait aider à recruter autant d'hommes que de femmes. Merci. Donc, on le voit qu'il y a une vraie dynamique partenariale, et je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera, de tous les niveaux et de tous les fils conducteurs, pour le vivre, moi, au quotidien, je suis très engagée pour le sujet. On voit qu'il y a cette volonté, non pas d'avancer chacun dans notre coin, mais de vraiment faire bouger les lignes. Et je pense que c'est ça un peu la richesse et ce qui va permettre enfin, on l'espère, d'inverser la tendance, que ce soit dès l'école, dès la primaire, en passant vers le supérieur, même si on voit qu'il y a encore un travail à faire. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, à compétences même un peu moindres, sur Parcoursup, mettre des points supplémentaires pour les filles, pour qu'on ait plus de filles, avec une vraie politique volontariste? Je ne sais pas, je lance l'idée, peut-être que c'est déjà en réflexion, pour qu'on puisse justement engager à tous les niveaux
cette dynamique. Et donc, est-ce que vous auriez, pour un peu refaire un dernier tour de table, une idée, une suggestion, un nouvel impulseur pour se dire, ben voilà, moi mon rêve, moi je vous ai dit, voilà, ça serait par exemple de pouvoir avoir des systèmes de pouvoir beaucoup plus facilement pousser les filles en les acceptant dès lors qu'elles veulent faire de l'informatique à compétences. On parlait tout à l'heure d'une question, voilà, est-ce que j'ai pas le bac, mais bon, je voudrais quand même m'y engager, qu'on se pose même pas de questions. Est-ce que, Sabrina, toi, tu aurais, je sais que tu m'en as fait part un petit peu, voilà, de savoir comment on pourrait encore aller plus vite? Alors, moi, je Ton voudrais rêve. signaler quelque chose de positif que je n'ai pas pensé à nommer, c'est le fait qu'il y a une alliance très forte entre la région et l'éducation nationale, puisque toute l'information métier aujourd'hui en gouvernance partagée est à la main de la région, donc, et des entreprises qui composent le tissu économique qui est le nôtre, alors que la construction du parcours d'orientation est du côté éducation nationale. Donc il y a vraiment un lien que je trouve extrêmement vertueux entre les deux et qu'il faut faire vivre. Et pour prolonger ce lien, moi je rêverais que des entreprises promeuvent, c'est-à-dire qu'il y ait une forme de sponsor de classe pour les lycées qui l'acceptent. Il ne s'agit pas de l'imposer, évidemment, parce que peut-être que tous les enseignants ne sont pas mûrs pour ça, pas plus que les proviseurs. Quand bien même, première et terminale NSI sponsorisée par, je ne dirais pas qui, évidemment, hein, quelle entreprise serait volontaire. Quand on entend Henri, qui est aussi greffe, en parler avec autant d'enthousiasme, je pense que ça peut vraiment donner une impulsion à ces classes-là et maintenir les élèves qui sont en première pour aller jusqu'en terminale et au-delà, s'orienter vers ces métiers-là. Donc moi, je crois beaucoup à l'entrée de l'entreprise à l'école, mais pas l'entrée déstructurée, bien sûr, ça n'aurait pas de sens, mais structurée, y compris avec des startups. Nous, on fait travailler des EdTech, startup EdTech avec nous. On fait un peu R&D pour ces entreprises et je peux vous assurer que ça donne une qualité de travail extraordinaire. Le retour utilisateur, évidemment, il est là où il doit être, hein, dans la classe. Et cet esprit d'entreprise et d'entreprendre fait écho parmi les élèves. Vraiment, ça a du sens. Donc voilà, vous invitez à vous intégrer davantage. Marie, toi, si on part sur le côté enseignement supérieur, quel serait ton rêve de mise en place d'action ou pour pouvoir encore plus agir et inverser la tendance? Alors effectivement, les rêves sont nombreux, il n'y en a pas un. Mais je pense qu'il serait important de pouvoir mener des actions seulement à l'intention des jeunes filles. Loin de moi l'idée de vouloir stigmatiser les garçons, mais pour qu'elles puissent s'autoriser à prendre cette place, je pense que dans un premier temps, avant qu'on aille à une étape supérieure, elles ont besoin de ne pas se préoccuper du regard que pourraient porter les lycéens, les collégiens sur elles quand elles ont envie de s'intéresser à ce domaine-là. Voilà, c'est pour faire société, il faut à un moment quand même donner l'opportunité à ces jeunes filles de s'approprier ces sujets-là. Et on l'a vu, on l'a dit et redit, c'est le poids des familles, le poids parfois de certains enseignants qui, malgré eux, utilisent des biais. Voilà, il y a une culture comme ça qui est forte encore de l'homme dans la tech. Et donc, c'est important, je pense, de pouvoir se dire, voilà, ensemble, avec les associations, avec la région, avec l'académie et avec les acteurs qui font l'enseignement supérieur, on puisse créer des événements dédiés aux jeunes filles. Cet après-midi, on a un échantillon avec le lycée Françoise. On a sur 60 lycéens, il y a quand même 50 lycéennes qui viennent et qui vont être amenées à faire plusieurs ateliers. Et j'ai des étudiants tellement ambitieux pour elles aussi, mais c'est des étudiants et pas des étudiantes. Donc là encore, il manque quelque chose, qui ont créé des ateliers rien que pour elles, pour que ce soit ludique, pour qu'elles aient envie. Et donc c'est ça, la clé, c'est je pense pouvoir s'adresser à elles directement, créer des événements pour elles et qu'elles s'autorisent tout à partir de là. Merci Marie. Sandra,
Est-ce que toi, tu aurais une idée d'un quelque chose que tu as en toi, que tu pourrais mettre en place avec Youp et ton entreprise? Bah, déjà, moi, quelque chose qui me surprend aujourd'hui, c'est que personne finalement ne connaît vraiment les métiers de l'informatique et du numérique. Aujourd'hui, il y aurait peut-être en effet la nécessité vraiment de développer, et pour ça que les entreprises y participent, de pouvoir communiquer à travers, je ne sais pas, des médias ou autres, et d'expliquer, pas tous, mais la plupart des domaines dans lesquels les métiers d'informaticiens se trouvent et comment dire, produisent, de pouvoir expliquer clairement et de vulgariser, parce qu'il y a peut-être ça aussi. Je reconnais que en tant qu'informaticienne, dès qu'on me demande alors quoi, toi, ton travail, c'est quoi, tu fais quoi, c'est quoi ton métier? Donc moi, forcément, j'essaye d'expliquer et c'est peut-être pas toujours évident. J'essaye de trouver un vocabulaire et de vulgariser en effet les termes qui permettent de mieux comprendre, mais c'est pas toujours évident. Donc peut-être que nous aussi, en tant qu'informaticiens actuels, essayer de vulgariser et de se mettre plus à la portée des non-initiés pour dire mais si, regarde, je vais essayer de t'expliquer, tu vas voir, c'est très simple, c'est tout bête, et regarde la diversité des métiers, c'est pas dur, tu vas voir, tu peux y trouver ta place. Et ça, en effet, avec les entreprises, mais là, en effet, je pense qu'une des démarches, c'est les entreprises qui ont l'expérience, qui connaissent les métiers, s'investir énormément auprès, en effet, des jeunes, via des moyens de communication, je ne sais pas, on va peut-être pas créer une série télévisée spécifique. Bah, après, moi, bon, en effet, il existe en effet des émissions où on sait qu'il y a des métiers qui sont très mis en avant et qui ont engendré une vague de la part des jeunes vers ces métiers-là. Bah, pourquoi pas dans le numérique? Oui, pourquoi pas dans le numérique? Donc pour moi, c'est expliquer, essayer un maximum d'expliquer. Moi, je suis prête à aller en effet dans des écoles, dans des lycées pour dire moi mon métier c'est ça, en 20 ans voilà ce que j'ai fait beaucoup de choses et sincèrement c'est génial. Voilà. Merci. Donc on voit effectivement qu'il y a une vraie dynamique collective qui se met en place et il le faut, on n'a plus le choix collectivement avec des idées. La bonne nouvelle, c'est que l'éducation nationale y travaille et ouvre ses portes. L'enseignement supérieur agit et prend sa part pour y arriver et on sent ce besoin des entreprises qui n'est pas simple hein, pour le vivre aussi, c'est que on sait que c'est un secteur qui est hyper actif, donc de trouver le temps, notamment comme les femmes sont peu nombreuses, elles sont souvent très sollicitées, assez sollicitées, mais c'est cette dynamique, je pense, qui va permettre de partir et de changer la donne et de pouvoir, au final, ne pas aller dans un monde où en 2035, donc là je vais faire la transition avec la table ronde suivante, qu'est-ce qui se passerait si on a un monde numérique sans les femmes? Donc on est tous là pour agir, on a besoin de toutes les dynamiques, donc n'hésitez pas à prendre contact avec la mêlée, avec les unes et les autres pour voir comment on peut agir ensemble. Et je pense qu'on en parlait quand on a préparé cette table ronde, c'est vraiment la notion de collectif, de ne pas avoir des petites initiatives un petit peu comme ça, décousues, qui ne donnent pas de sens, mais de pouvoir y travailler collectivement pour que une jeune fille qui a ce petit grain dans sa tête puisse être accompagnée tout au long de sa scolarité, puisse comprendre, puisse être épaulée et se donne le droit d'y aller. Donc je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions pour les 10 dernières minutes qui nous restent, ou des idées vous-même, des suggestions pour apporter de votre expérience. Cyril. Oui, bonjour, Cyril Molera. Je m'occupe de la discipline NSI, de la discipline SNT au niveau de l'Académie de Montpellier. Alors, dans nos missions, forcément, on a
comme envie et comme directive d'ailleurs, hein, de faire accroître la part des jeunes filles dans ces filières-là. Et un des leviers que nous possédons, c'est la formation des enseignants. Donc cette année, on va créer un séminaire. Alors, il y a plusieurs objectifs dans ce séminaire, mais notamment, il y a aussi l'idée de les aider à convaincre davantage les filles de s'engager dans leur filière NSI et via SNT d'abord. Du coup, on cherche des relais. Le séminaire, il n'est pas encore prévu, mais si vous souhaitez participer à la formation d'une centaine d'enseignants sur l'Académie de Montpellier en 2 heures, ben, vraiment, après, dès que c'est terminé, venez vers moi et on va en discuter. Et vous êtes vraiment les bienvenus, bien entendu. On a besoin de rôle modèle, on a besoin d'experts et on a besoin de vous. Voilà, c'était tout. C'était même pas une question, c'est une proposition de partenariat. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Est-ce qu'il y a d'autres propositions, questions? Ben écoutez, c'est qu'on a été clair. En tout cas, on compte sur vous, on compte sur nous. On compte aussi pour que vous en parliez aux hommes autour de vous. On l'a vu dans les premiers chiffres du CAOUT, on était quand même très représentés en termes de femmes et c'est aussi collectivement qu'on va y arriver. Donc on se donne rendez-vous à la prochaine mêlée numérique en espérant que les chiffres puissent petit à petit s'inverser et qu'on puisse avoir petit à petit des bilans positifs de tout notre engagement. Merci à toutes les trois et merci.